Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous revoir pour cette dernière journée du Forum de l'orientation post-bac. La table ronde de maintenant va donc s'intéresser aux formations plutôt d'histoire, de géographie et de sciences de l'éducation. Je me permets également de vous rappeler avant de commencer qu'une variété de dispositifs et de supports sont à votre disposition sur la page de la DG2E pour compléter les propos qui seront tenus dans ces différentes tables rondes. Donc vous avez des capsules vidéo, des PowerPoint, mais également les liens vers les formations dont il est question, où vous pouvez aller voir plus en détail les maquettes et les contenus des formations. Et tous ces éléments-là vont vous permettre de construire vos vœux et votre dossier sur Parcoursup. Un autre élément très important évidemment de votre parcours Parcoursup, c'est de vous adresser aux conseillères d'orientation psychologues de l'éducation nationale qui sont dans vos établissements et qui peuvent vous aider dans ces démarches. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller les solliciter. Donc, en termes de déroulé, c'est la même chose que pour les tables rondes précédentes. Donc un premier temps d'échange entre nos intervenants pour parler des formations. Et dans un deuxième temps, nous allons répondre aux questions que vous nous poserez sur le live via le chat de Zoom. Donc n'hésitez vraiment pas à vous saisir de cet outil. Les questions en live que vous nous posez maintenant, on les traitera dans la deuxième partie de la table ronde, et celles que nous n'aurons pas eu le temps d'aborder seront traitées dans un deuxième temps sur la foire aux questions de la page de la DG2E. Donc pour démarrer la table ronde, je vais proposer à mes intervenants de se présenter et de dire deux mots de la formation qu'ils sont venus présenter ce matin. Je te laisse prendre le micro peut-être pour commencer. Beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Bénédicte Ferragut-Carninon. Je suis la responsable de la licence Sciences de l'éducation à l'ICEP. Voilà. Et donc, je viens aujourd'hui vous présenter cette licence. Bonjour à toutes et à tous, je suis Carré Guélaine Louis. Je suis étudiant en deuxième année de licence en sciences de l'éducation à l'ICEP. Et donc, si vous avez des questions sur cette licence, je peux vous donner mon point de vue d'étudiant. Merci beaucoup, je te laisse reprendre le micro. Le mieux, c'est de le garder dans la main parce que quand on le pose, ça fait du bruit. Bonjour à tous, moi je suis Damien Serre, je suis professeur de géographie. Et en fait, je représente deux filières ici. Premièrement, la licence de géographie aménagement, que je vous présenterai un peu plus en détail après, mais aussi la licence d'histoire de l'Université de la Polynésie française. Merci beaucoup. Donc on va se lancer dans le vif du sujet pour aborder dans un premier temps les objectifs et les finalités des formations que vous représentez. Donc peut-être Damien, tu as le micro, tu peux te lancer. Ok, alors du coup je vais d'abord parler de la licence d'histoire. Donc je remplace un collègue qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Très rapidement, la licence d'histoire, elle forme des étudiants surtout à des métiers liés à l'enseignement ensuite. Donc la plupart des diplômés de licence d'histoire, qui suivent aussi quelques cours de géographie, sont bien formés ensuite pour intégrer un master MEF par exemple, pour aller ensuite se préparer au concours pour se destiner finalement à l'enseignement, soit en histoire-géographie en collège-lycée, soit des concours pour les écoles primaires par exemple. D'accord, donc l'idée après une licence d'histoire, c'est plutôt une poursuite d'études, ce n'est pas une insertion professionnelle directe après la licence. Ouais, après l'histoire, c'est plus une poursuite d'études. Alors on a aussi des étudiants qui, malgré tout, intègrent certaines professions après un diplôme de licence. Mais c'est plutôt vraiment destiné pour une poursuite d'études. Et l'avantage de cette poursuite d'études, c'est qu'elle peut se faire en Polynésie française. Je te remercie pour l'histoire, tu peux peut-être poursuivre pour la géographie. Ok, donc je continue pour la géographie. Donc moi je suis le directeur de la licence géographie et aménagement. C'est une licence que, avec mes collègues, nous avons finalement redéterminé le cursus et les contenus depuis 2 ans.
Et finalement, on a créé 2 filières différentes, enfin en tout cas 2 licences, 2 options différentes au sein de la licence. Soit une licence complètement orientée pour des débouchés professionnels. C'est plutôt une licence en géographie appliquée et qui permet à la fois aux étudiants qui sont diplômés de cette licence de sortir avec des armes pour pouvoir décrocher un job après leur licence, notamment en Polynésie française, mais aussi qui les prépare de manière très, très pointue, en tout cas dans la manière de travailler, à la préparation, en tout cas au concours pour entrer en master, soit en métropole, parce qu'il n'y a pas de master pour l'instant ici en géographie, soit dans des pays étrangers. Le deuxième parcours de licence de géographie oriente les étudiants qui le souhaitent aussi vers l'enseignement. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et après, c'est à peu près les mêmes débouchés que par la licence d'histoire, sauf qu'on fait un peu plus de géographie, mais qu'on a quelques cours d'histoire. Donc voilà, c'est plutôt pour les étudiants qui sont vraiment plutôt intéressés par la géographie, mais qui malgré tout veulent poursuivre dans le domaine de l'enseignement. Et on leur favorise, enfin en tout cas, leur donne la possibilité d'aboutir à leur souhait. Je te remercie pour ces précisions et je te retourne la question pour la licence de sciences de l'éducation. Voilà, écoutez, rebonjour à tous. Donc, la licence sciences de l'éducation, c'est une licence pluridisciplinaire qui va être orientée vers toutes les sciences humaines et sociales qui vont apporter leur éclairage sur la thématique de l'éducation. Alors, c'est une licence, en fait, qui a plusieurs finalités et qui ouvre à plusieurs métiers. Alors, elle a des débouchés dans l'enseignement et j'aurais envie de vous dire, mais pas que. Alors, dans l'enseignement, oui, mais vous ne serez pas professeur d'histoire ou vous ne serez pas professeur de géographie si vous faites une licence sciences de l'éducation. Parce que quand on veut être enseignant dans le second degré, vous avez besoin d'avoir une solide culture disciplinaire, si vous êtes enseignant en lycée, d'une discipline spécifique. Donc, vous ferez plutôt une fac d'histoire ou une fac de géographie. Donc, je ne dirais pas aux personnes qui sont intéressées, qui veulent être prof d'histoire et de géo, de venir faire une licence sciences de l'éducation. Par contre, si vous voulez être enseignant dans le premier degré, c'est une licence qui est tout à fait adaptée, qui va vous donner donc beaucoup de culture sur ce que c'est qu'apprendre, comment on apprend. Vous allez faire de la philosophie de l'éducation, vous allez faire de l'histoire de l'éducation, vous allez faire de la sociologie de l'éducation, vous allez faire de la psychologie, du développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle n'ouvre pas qu'à ces métiers. Vous pouvez même envisager aussi de préparer le concours de CPE, par exemple, avec une licence sciences de l'éducation. Mais elle ouvre aussi à d'autres métiers qui sont tous les métiers de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, là où on va avoir besoin de personnes qui sont spécialistes dans les domaines de l'apprentissage, qui vont pouvoir peut-être par moment raccrocher les publics qui à un moment ont décroché. Tu peux peut-être expliciter ce que c'est CPE et préciser quels sont les métiers de la formation auxquels tu penses ? D'accord. Alors, CPE, c'est conseiller principal d'éducation, donc dans les collèges et les lycées publics. Donc, dans les métiers de la formation, eh bien, vous pouvez devenir formateur pour adultes. On a beaucoup de choses aussi qui sont orientées sur le numérique. Vous pouvez vous spécialiser pour concevoir en fait des dispositifs de formation à l'aide du numérique. Et puis vous pouvez devenir conseiller d'insertion, par exemple travailler au CEFI ou autre, et puis même monter et concevoir des plans d'ingénierie de la formation. Je te remercie pour ces précisions. Je vais te poser la même question qu'à Damien tout à l'heure. Est-ce que, à l'issue d'une licence, il y a des possibilités d'insertion directe dans le monde du travail, ou est-ce que c'est également une formation qui encourage plutôt ces étudiants à aller plus loin dans le supérieur ? D'accord. Alors, les deux possibilités sont ouvertes. Tous ceux qui se destinent plutôt au métier de l'enseignement, donc professeur du premier degré, CPE, seront amenés à poursuivre, donc en master MEF premier degré ici, éventuellement chez nous en master sciences de l'éducation s'ils veulent davantage aller vers le métier de CPE. Mais pour ceux qui souhaitent ne faire que 3 années, puis peut-être reprendre après leurs études, eh bien, si vous êtes davantage dans tout ce qui va être animation socio-culturelle, métier de la culture, vous avez la possibilité d'arrêter après la licence et voire même de passer aussi les concours d'éducateurs spécialisés, d'assistantes sociales. Donc, ce sont des formations qui vous donnent un bon background pour réussir ces concours-là.
D'accord, je vous remercie déjà pour ces premiers éléments de réponse. Ça vous permet de voir que votre projet d'études, il est aussi principalement basé sur votre projet professionnel. Donc, vous posez la question de est-ce que je me vois faire des études plutôt longues? Est-ce que j'ai envie d'avoir une insertion professionnelle assez rapide après mes études? Donc, tout ça, ça présuppose que vous vous renseignez bien sur les formations qui vous intéressent, mais aussi sur le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez évoluer plus tard et de voir quelles sont les exigences de formation et de diplôme que demandent les métiers qui vous intéressent. Alors, en parlant d'exigences, on va donc voir avec vous quelles sont les exigences des formations que vous représentez et quels conseils vous aimeriez donner aux lycéens pour qu'ils réussissent dans ces filières. Alors, juste avant de répondre à cette question, donc j'ai insisté sur les débouchés de la licence de géographie vers l'enseignement. Je voudrais quand même juste rajouter un petit mot sur les débouchés professionnels qu'offre la licence géographie appliquée. Elle permet de vous projeter en termes de métier sur tout ce qui concerne finalement des choses que les jeunes retiennent comme très importants aujourd'hui, autour de l'environnement, autour des territoires durables, des territoires résilients, comment on organise un système de transport, comment on réfléchit à un environnement plus adapté, comment on réfléchit à des aménagements qui prennent en compte la question des risques liés aux cyclones, liés aux tsunamis, etc., etc. Donc on est vraiment sur des métiers qui sont aujourd'hui des vraies préoccupations à toutes les échelles, à la fois spatiale et temporelle. Et c'est pour ça que notre licence en fait attire un certain nombre de jeunes qui souhaitent se projeter sur des métiers de ce type-là. Alors ça ouvre des carrières dans la fonction publique, par exemple dans les services techniques du pays. Ça peut aussi ouvrir des carrières dans le monde du privé, dans des bureaux d'études, et ça peut aussi ouvrir des carrières dans le monde de la recherche. Donc voilà ce que je tenais à préciser. Après, sur les attendus, ce qui est attendu d'un étudiant en géographie, finalement, c'est un peu comme toutes les licences. D'abord, le plus important, c'est finalement de réfléchir votre choix, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments clés pour savoir vers quoi vous voulez vous orienter. Et avant de regarder l'offre de formation, je crois que c'est vraiment important de commencer à réfléchir vers quel métier vous avez envie de vous orienter. À partir de là, vous allez faire le choix de votre formation, de votre licence, ou d'un DUT, ou d'un BTS, etc. Mais quoi qu'il arrive, et quel que soit votre choix, finalement, ce qui va être attendu de vous, c'est de travailler avec de la motivation, avec de l'envie. Et si vous avez ça, en fait, quelle que soit la formation que vous allez choisir, vous allez réussir votre cursus. Et puis, généralement, l'envie, elle grandit avec les années qui passent. Et généralement, ça fait des belles... en tout cas des beaux parcours universitaires, etc., jusqu'au master et parfois jusqu'au doctorat. Donc après, en termes très concrets, finalement, ce qui est attendu, c'est que vous travaillez régulièrement. On est sur des filières où il n'y a pas énormément d'heures de cours. En géographie, par exemple, ça dépend des semaines, mais c'est entre 15 et 25 heures de cours par semaine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez 20 heures de cours par semaine, vous avez à peu près 20 heures de travail personnel. Okay. Donc nous, en tant que prof, on ne peut pas vous faire passer toutes les informations. On vous passe les informations les plus importantes, et après, c'est à vous d'aller creuser la question, de profiter des installations ici, de la bibliothèque universitaire, qui est très richement documentée. Il y a tout un tas d'ouvrages sur les questions, on vous donne les références, mais c'est à vous d'aller creuser sur ce qui vous intéresse pour être performant le jour des examens. D'accord ? En termes d'examen, on est en contrôle continu. Donc il n'y a pas de piège, en fait. On vous donne à l'avance les modalités d'évaluation, et vous êtes évalué au fur et à mesure. Par exemple, moi j'encadre deux gros projets là, qu'on a rajoutés dans cette nouvelle licence de géographie, un projet aménagement du territoire et un projet environnement. Et en fait, vous travaillez en groupe, vous travaillez comme dans un bureau d'études. Vous rendez des rapports écrits, vous faites des présentations orales,
et vous êtes jugé sur vos capacités professionnelles pour que vous puissiez finalement avoir toutes les compétences si jamais vous voulez quitter après la licence et vous insérer directement dans le monde professionnel. D'accord ? Mais ça vous prépare aussi au master, parce qu'en fait, les masters fonctionnent de plus en plus sur ce système, par projet, par travail en groupe, par travail en binôme, etc., etc. Et on attend de plus en plus de vous des vraies compétences professionnelles et on vous aide à atteindre ces objectifs-là. Donc, vous l'aurez compris, pour la licence de géographie, beaucoup de travail personnel en dehors des heures de cours et beaucoup de travail de groupe, donc ce qui présuppose évidemment une assiduité très importante et un investissement important de votre part. Je te retourne la question pour la licence de sciences de l'éducation. Quelles sont les exigences et les conseils que tu aimerais apporter aux lycéens ? D'accord, alors moi je commencerai par un premier conseil et je rebondirai sur ce qu'a dit mon collègue. Un étudiant qui réussit, c'est un étudiant qui est en projet. Et j'aurais envie de vous dire à vous lycéens, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez. Vous avez des aspirations, vous avez des choses qui vous font vibrer. Alors souvent écoutez-vous, parce que quelquefois on dit « ah ben non, fais plutôt ça, là tu trouveras un métier, là tu n'auras pas de débouché, etc. » Donc moi je vous dis faites-vous confiance et allez vers ce qui vous porte, vers ce qui vous pousse. Quels sont les attendus à l'université ? À l'ICEP, on a un petit peu les mêmes qu'à l'UPF. On attend de vous que vous soyez déjà motivé, que vous soyez assidu en cours. Quelquefois, on se dit « Ah, à l'université, on a une image. Eh ben, si je n'ai pas envie de me lever ce matin, je ne vais pas me lever. » Non, parce que si vous ne vous levez pas ce matin, eh ben, vous n'aurez pas le cours et puis vous n'irez pas au prochain, etc. Et vous allez très vite vous retrouver en échec comme la majorité des étudiants qui échouent sur les bancs de la première année. Donc, pour pouvoir déjà réussir en première année et passer ce cap et cette rupture avec le lycée, eh bien, il faut choisir une spécialité, une filière qui vous intéresse. Alors, spécifiquement en sciences de l'éducation, vous serez les bienvenus. Si vous êtes créatif, si vous êtes engagé, on travaille aussi beaucoup par pédagogie de projet. On apprend à coopérer, à collaborer. Si le numérique vous intéresse, mais vous ne le maîtrisez pas totalement, on va vous apprendre à mieux maîtriser le numérique, à des fins, bien sûr, d'apprentissage. Vous serez les bienvenus aussi si vous aimez le contact avec les autres, parce que les sciences de l'éducation, l'apprentissage, ça vous demande d'être attentif à l'autre, de vous intéresser à lui, et puis d'avoir envie peut-être un peu aussi de donner de vous pour l'accompagner et pour faire qu'il se trouve lui aussi en situation de réussite. Si la société telle qu'elle est, l'échec scolaire, le fait qu'aujourd'hui il y ait des personnes qui ne puissent pas lire et écrire, le fait qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas aller à l'école ou qui l'ont quitté prématurément et que vous avez envie de vous engager là-dedans parce que vous vous dites finalement il ne doit pas y avoir de déterminisme et de fatalité. Tout le monde à un moment peut réussir s'il en saisit la chance, et ben vous serez les bienvenus. Autre atout aussi peut-être de la filière telle qu'elle est conçue, on travaille à partir d'abord d'une approche concrète et puis après on va vers le théorique. Dès la première année, vous avez des stages donc dans les milieux qui vous intéressent. Ça peut être en école primaire, ça peut être au CEFI, ça peut être à la fraternité chrétienne. C'est vous qui choisissez. Donc vous avez 1 mois de stage et toute une unité d'enseignement qui est tournée vers la professionnalisation pour vous aider au fil de ces 3 années à faire vos choix et à voir quels sont les différents métiers donc de l'éducation, de la formation et de l'insertion qui vous intéressent. Tu peux peut-être nous apporter ton éclairage, ton point de vue d'étudiant sur effectivement toutes ces questions d'assiduité et de venir en cours pour rien louper. Alors oui, à ce sujet, la première année, quand je suis arrivé, j'ai vu les emplois du temps par rapport au lycée. On se souvient, au lycée, c'est vraiment très régulier, on finit à telle heure tous les jours. Et en fait, à l'université, c'est assez irrégulier. Parfois, on a des jours, on n'a pas cours du tout, on finit très tôt. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est super, quoi. Et je me suis dit, c'est bon, une demi-journée de travail et l'autre demi-journée plage, on fait ce qu'on veut. Et en fait, non, pas du tout. On se rend compte qu'en cours, on a un quart du travail à faire et qu'en fait, les 3 quarts du reste du travail, c'est en dehors des cours. Donc, il faut vraiment être assidu pour avoir cette base en cours, vraiment acquérir cette base et pouvoir ensuite bien travailler. Comme on l'a dit tout à l'heure, à la bibliothèque universitaire, sur Internet et partout, quoi. D'accord, je te remercie beaucoup. Donc, tu as abordé les stages dans la licence de sciences de l'éducation. J'imagine qu'en géographie, il y a du terrain aussi.
Oui, effectivement, on s'inscrit aussi dans ce processus de professionnalisation. Voilà, quand vous allez chercher du travail, sur les annonces que vous allez voir, on va vous demander d'avoir de l'expérience. Donc la licence de géographie, elle vous permet d'acquérir un minimum d'expérience dans ce domaine-là. Donc en fait, on a 2 stages. On a un stage en licence 2, où là, les étudiants font un stage au minimum de 2 semaines. Et peuvent choisir soit de faire ce stage-là déjà dans des bureaux d'études ou des collectivités territoriales ou dans des services techniques du pays, par exemple, plus pour ceux qui ont envie de s'orienter vers la géographie appliquée. Et puis, on a une partie des étudiants qui peuvent, alors ceux qui sont plus intéressés par les questions de l'enseignement, ils peuvent aller faire leur stage aussi dans des écoles avec des maîtres et des maîtresses, etc., pour apprendre, au moins pour vérifier en fait si c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire. Donc on offre cette possibilité-là. Ensuite, en 3e année, en licence 3, il y a un stage qui est plus conséquent, qui va de 4 à 6 semaines. Et ce stage-là, en fait, il est différencié selon les parcours. Ceux qui ont choisi géographie appliquée vont faire un stage généralement en bureau d'études, dans des associations liées à l'environnement par exemple, ou même ici dans nos laboratoires de recherche à l'université par exemple. Et puis ceux qui ont choisi plutôt la partie enseignement, ils vont se spécialiser, ils vont continuer à faire des stages d'éducation dans des écoles, etc. etc. Donc voilà, en plus de ces stages, on a des travaux de terrain. Donc quand on a des thématiques à aller faire, on va des thématiques par exemple sur l'environnement, repérer des ressources importantes ou repérer des ouvrages de protection contre les inondations. On va sur le terrain, on fait des relevés GPS, on fait des mesures. D'ailleurs, on récupère ces informations, on crée des cartes pour montrer les résultats, etc. etc. J'ai déjà parlé des gros projets, mais c'est super important. Donc j'en redis un petit mot. Le fonctionnement de ces projets, je vous l'ai dit, on travaille en bureau d'études. C'est moi qui les encadre, et de temps en temps avec des doctorants aussi, qui vous aident. Il y a une partie d'acquisition d'informations, de données sur le terrain, d'aller rencontrer des acteurs, d'aller rencontrer des gens. Et donc on vous oriente, on vous fait connaître ces gens-là, on vous aide à vous faire connaître aussi. On vous aide finalement, sans le dire, mais à créer votre propre réseau pour que derrière vous puissiez aller chercher du job, que vous soyez capable d'aller envoyer des candidatures spontanées, etc. Que vous soyez capable de montrer les résultats de ces projets qu'on vous propose et qui construisent finalement votre CV petit à petit. Donc voilà, on est vraiment dans un vrai processus de professionnalisation, et encore une fois, c'est issu d'une réflexion avec mes collègues pour pouvoir donner les armes pour que vous puissiez, dès la licence, trouver un emploi dans le domaine qui vous intéresse. Et je le répète, ça ne vous empêche pas du tout, au contraire, ça vous prépare très bien aussi pour ceux qui ont envie de poursuivre en master à l'étranger, en métropole. Vous avez aussi toutes les armes qui sont à votre disposition. D'accord, donc ça c'est effectivement des éléments très importants de la formation. Il y a effectivement la partie théorique évidemment, mais beaucoup de pratique et de travail de terrain. On l'a déjà répété plusieurs fois au cours des différentes tables rondes. Le stage, c'est évidemment un élément extrêmement important de vos formations, et comme Damien vient de le rappeler, c'est aussi le début de votre réseau professionnel. Donc il faut soigner cet aspect-là de vos formations. Et ça vous permet aussi de discriminer les secteurs et les métiers dans lesquels vous avez envie ou non de travailler plus tard. Et au-delà de tous ces bénéfices, j'imagine qu'il s'agit de stages obligatoires, donc qui valident ou non, qui vous permettent de valider ou non la licence. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est les 2 stages dont j'ai parlé, c'est des stages obligatoires, donc qui vous permettent d'acquérir certaines UE, un certain nombre d'UE qui comptent comme certains cours, etc., etc., et en tout cas qui comptent dans la validation du diplôme. Ensuite, rien ne vous empêche de faire des stages en plus. Ça, c'est une possibilité qu'on offre aussi. On pousse les étudiants vers ça.
Plus vous mettez les mains dans le cambouis, plus vous allez vers le monde professionnel, plus vous aurez des chances finalement d'aller ensuite trouver un emploi facilement. Voilà. On vous offre la chance de vous créer votre propre expérience. Je te remercie. Tu veux compléter peut-être ? Oui, tout à fait. En licence sciences de l'éducation aussi, c'est une grosse part. C'est un tiers de la maquette chaque année parce que aux stages sont associés une discipline qu'on appelle PPE, projet professionnel de l'étudiant. Donc vous êtes accompagné chaque année. Vous commencez par faire un portfolio et puis vous allez petit à petit le compléter. Et puis vous avez aussi couplé à cela un enseignement qui s'appelle prépa-stage et retour de stage. Donc prépa-stage avant d'y aller. Donc on vous apprend à aller chercher un stage, on explique ce que doit être la posture, etc. On répond à toutes vos interrogations. Et puis après, il y a tout ce qui va être retour de stage. Donc qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en retiens, etc. Quel stage je pourrais faire après. Donc ça prend un petit peu de temps et c'est une des parties les plus appréciées par les étudiants parce que vous savez au début quand vous entrez à la fac, vous vous dites oh, le prof il parle, c'est un petit peu ce qu'on fait en CM et puis on n'y trouve pas toujours du sens, on ne sait plus si c'est ça qu'on voulait faire. Et le fait d'aller après sur le terrain, eh ben on se dit ah oui effectivement c'est ça que je veux faire. Et quand on retourne et qu'on entend le prof parler, en plus ce qu'il dit ça va faire sens parce que vous avez compris des choses, vous avez acquis un petit peu d'expérience de terrain et du coup c'est ce que vous expliquez monsieur tout à l'heure. Et plus vous montez dans les études universitaires, plus vous avez du plaisir à y être et plus vous vous engagez. On n'a jamais fini d'apprendre en fait, on a envie d'apprendre toute sa vie. Tu veux peut-être donner ton point de vue, tu as effectué des stages Alors moi je suis entré dans la licence au début, je ne savais pas exactement quoi faire. Et au final, je me suis dit, mon premier stage, je vais l'essayer en tant que CPE, donc conseiller principal d'éducation. Et comme c'est un métier en fait qui est à cheval entre l'éducation et le social, c'est-à-dire que le CPE s'occupe un peu des élèves qui déroutent un petit peu, qui ont un peu de mal, et ben je me suis rendu compte à la fin de ce stage que je voulais quasiment que faire du social, quoi. Toujours dans l'éducation, mais éducateur social ou tous les autres métiers comme ça. Et en fait, c'est grâce au stage que je me suis rendu compte que ce domaine m'intéressait énormément. Donc franchement, les stages, c'est une partie très importante de la licence. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on rappelle que la table ronde donc, a la vocation à vous aider dans votre démarche Parcoursup. Donc, vous allez peut-être pouvoir nous donner quelques éléments au-delà des résultats académiques et scolaires des élèves de terminale. Quels sont les aspects de leur candidature auxquels vous accordez de l'importance au moment de la lecture de leur candidature ? Alors, je voudrais donner un conseil, mais en fait, ça serait, à mon avis, pas seulement pour la licence de l'éducation, mais pour toutes les formations post-bac auxquelles vous postulez. Les instituts de formation supérieure, eux, quand ils ouvrent votre dossier, ils ont un dossier qui est numérique. Vous n'êtes pas en face d'eux, et donc vous ne pouvez pas défendre votre dossier. Donc certes, on va regarder vos notes, mais on ne va pas regarder seulement vos notes, parce que dans Parcoursup, vous avez des espaces où vous pouvez vous exprimer personnellement et qui vont être importants pour nous, parce que c'est comme ça qu'on va vous connaître. Et comme je vous disais au début, un étudiant qui réussit, c'est un étudiant qui est motivé et qui est en projet. Donc il va falloir que dans les espaces qui vous sont ouverts, ces espaces de liberté pour vous exprimer, vous nous montriez à quel point vous êtes motivé et engagé donc dans cette formation supérieure. Donc vous avez une lettre de motivation. Je dis souvent aux étudiants, quand vous faites une lettre de motivation, n'allez pas faire un copier-coller sur Internet. Ça n'est pas vous, ça se voit tout de suite. Vous allez employer un langage en plus qui ne nous trompera pas. Donc, faites une lettre de motivation qui est une lettre de motivation personnalisée. Vous avez sur Parcoursup en plus pour chaque formation les attendus. Lisez bien les attendus et montrez-nous en quoi ça va correspondre à ce que vous voulez faire plus tard et un petit peu à ce que vous êtes. Et puis, vous avez une autre partie aussi qui est une partie où on va vous demander vos centres d'intérêt, votre engagement, si vous avez fait des voyages, etc. Tout ça, ce sont des choses, imaginez-moi quand je vais avoir 180 dossiers à traiter et 30 places, eh bien, qu'est-ce qui va faire la différence pour des candidats qui vont avoir des notes égales ? Eh bien, c'est justement la lettre de motivation. Et l'autre chose qui va faire la différence, eh bien, c'est le temps et le soin qu'aura pris le futur étudiant à remplir cette partie qui le caractérise. Vous avez peut-être des profils Facebook ou Instagram. Quand vous postez des choses sur vos profils Facebook ou Instagram, vous faites très attention à ce que vous mettez. Eh bien, soignez-le autant qu'un profil Facebook ou Instagram en vous disant que l'objectif, c'est pas de séduire les copains et les copines, mais c'est d'être accepté dans une formation supérieure.
Je te remercie beaucoup pour ce point de vue. Donc, Damien, je te retourne la question. Oui, moi je vais rebondir sur ce que dit ma collègue et j'irai presque même plus loin. C'est que donc c'est moi ces dernières années qui gérais toutes les candidatures Parcoursup qui concernent la géographie et l'aménagement. Et la première chose que je regarde, c'est la lettre de motivation. Et ensuite, je regarde éventuellement les notes, le bac, et s'il y a, voilà, si tout correspond à peu près, il n'y a pas de raison qu'on ne vous donne pas votre chance. Mais effectivement, la lettre de motivation, elle est fondamentale. Alors que, par contre, quand vous mettez une lettre de motivation qui était utilisée pour une autre filière, que vous ne changez même pas les mots pour la filière, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire, voilà. Mais voilà, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre là où vous avez envie d'aller. Et cette lettre de motivation, elle montre ça, en fait. Elle montre vers quel métier vous avez envie de vous orienter. Elle montre vos sensibilités. Et on sait, déjà rien qu'avec la lettre, si oui ou non, vous avez une chance de réussir dans le parcours que vous sélectionnez, que vous choisissez. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment soigner ça. Après, que vous soyez issu d'un bac général, d'un bac techno, voire bac pro, vous avez des chances de réussir dans notre filière à partir du moment où vous avez cette motivation, à partir du moment où vous avez un fil conducteur qui vous anime, et à partir du moment où vous avez un endroit où vous voulez arriver. Et nous, l'équipe pédagogique autour de cette licence, on sera prêt à tout donner pour que vous réussissiez, si vous avez une envie de réussir. Ça aussi, c'est des éléments très importants et qui ont été répétés plusieurs fois durant ces tables rondes. C'est ne vous censurez pas dans vos vœux. Si vous êtes motivé et que vous êtes prêt à mettre suffisamment de travail personnel pour rattraper peut-être le niveau dans certains domaines, quel que soit le bac dont vous émanez, vous avez des chances dans certaines filières qui ne sont peut-être pas la ligne droite derrière votre bac, pourvu que vous en donniez les moyens. Donc on va, avant de passer à la partie des questions-réponses, je vais te redemander un petit peu qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la formation que tu as choisie et qu'est-ce qui te motive à y rester? Alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette formation, c'est que très techniquement, en fait, on apprend à apprendre. Dans le sens où, je vais prendre un exemple assez proche, le lycée, dans une discipline peu importe, un professeur de maths, par exemple, a un master en mathématiques, donc il est très fort en mathématiques, il a toutes les connaissances, il maîtrise, d'où le master. Mais sait-il transmettre son savoir en mathématiques? Ça, c'est une autre question et c'est parfois même une problématique. Donc c'est tout l'intérêt en fait de la licence en sciences de l'éducation où on apprend à transmettre le savoir, à connaître l'individu. C'est pour ça qu'on a de la psychologie, qu'on a de la sociologie, qu'on a tout ça. Et en fait, on apprend à toutes les différentes pédagogies qui existent pour pouvoir justement transmettre notre savoir. Donc bien sûr, à la base, il faut maîtriser le savoir parce que sinon, c'est pas la peine. Mais il faut bien sûr avoir toutes les méthodes et toutes les techniques pour le transmettre. Et c'est ce qui me motive énormément dans cette filière où en fait, on apprend à apprendre. Je te remercie beaucoup. Donc, un certain nombre de questions sont tombées pendant la première partie de la table ronde. Donc, la première s'adresse plutôt à l'ICEP, donc je la livre telle quelle. J'ai lu sur Internet que l'ICEP est relié à une université qui se trouve en métropole. Est-ce que je vais devoir partir en France si je choisis la licence sciences de l'éducation ? Alors, on est relié en fait à l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest. On a plusieurs campus, on a même un campus à La Réunion. Non, on n'est pas obligé d'aller faire sa L2, sa L3 en France, mais par contre, le fait d'être présent dans 6 campus, La Réunion et d'autres villes bretonnes, ça offre la possibilité à des étudiants d'aller faire un semestre, souvent on les envoie à Angers, maintenant on a des liens avec La Réunion, donc on espère poursuivre nos liens avec La Réunion. Donc c'est sur la même maquette, ils sont accueillis, souvent on a des enseignants qui se promènent entre La Réunion, Angers et Papeete. Et donc, ça permet de partir faire un semestre en étant tout à fait sécurisé, mais ça n'est pas obligatoire. D'accord.
Alors une question qui s'adresse à tous les deux. Je souhaite faire un stage en première année de licence, mais si je n'arrive pas à en trouver un, est-ce qu'il y a des enseignants ou un service dans vos établissements qui sont là pour vous aider dans ces démarches ? Oui, en fait, déjà la première chose, c'est de vous adresser, je pense, à vos professeurs, aux enseignants, etc., pour déjà déterminer à peu près le sujet dans lequel vous avez envie d'effectuer ce stage-là, le domaine en tout cas. Et ensuite, voilà, par nos réseaux, on peut vous aider à contacter des gens, à vous donner quelques conseils. Et puis, au sein de l'UPF, on a le COSIP, effectivement, qui aide tous les étudiants, quel que soit leur niveau, à faire cette recherche de stage, même à préparer vos CV, à écrire une lettre de motivation, etc. Donc vous avez tous les outils qui sont mis à disposition à l'UPF, en plus des réseaux professionnels de chacun des enseignants-chercheurs qui vous accompagneront. Voilà, nous, c'est la même chose. On ne va jamais laisser un étudiant sur le côté. On a des UE, comme je vous disais, prépa-stage, etc. On s'y prend à l'avance. On vous donne, on fait pas la recherche à votre place, mais on vous donne donc des conseils, des éléments pour la faire. Et puis, bien évidemment, il est arrivé certains vendredis soirs que je dois intervenir pour trouver un lieu de stage à un ou une étudiante le lundi matin. Ça arrive à 2-3 étudiants de première année pour le premier stage. Et puis après, je vous assure qu'ils font attention et ils s'y prennent toujours très à l'avance. Un grand classique du vendredi après-midi, effectivement. Maintenant, des inquiétudes ou des questionnements plutôt liés aux aspects financiers d'une formation à l'université ou à l'ICEP. Est-ce que les licences que vous représentez sont payantes ? Est-ce qu'on paye au semestre, à l'année ? Est-ce qu'il existe des dispositifs d'aide ? Oui, vas-y. Voilà. Nous, l'ICEP est une université clairement payante, puisque nous ne sommes pas une université d'État. Nous sommes associés à des universités d'État pour pouvoir délivrer des diplômes. Donc, il y a des frais d'inscription et il y a une scolarité en plus à payer. Alors, on ne va jamais demander aux personnes de payer tout d'un coup. Donc, on permet de payer en 10 fois. On a pas mal de facilités de paiement et on aide beaucoup d'élèves, d'étudiants en tout cas, qui peuvent à des moments rencontrer des difficultés. On a des frais de scolarité moindres pour les élèves boursiers, surtout si vous êtes boursier, ne vous privez pas. On a quasiment 40% de boursiers, d'étudiants boursiers en sciences de l'éducation. Et au sein même de l'ICEP, on attribue des bourses au mérite pour aider des étudiants qui ont des difficultés financières sur certains semestres. Je te remercie pour cette réponse. Alors nous, contrairement à l'ICEP, on est une université publique, donc les frais d'inscription restent très, très limités. Ils varient en plus en fonction des niveaux, que ce soit la licence, le master ou le doctorat, mais ça reste très, très accessible. Ensuite, on a aussi des possibilités de bourse. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sont boursiers, qui bénéficient d'exonération éventuellement de l'inscription, qui peuvent bénéficier d'un repas au Resto U à 1 euro, enfin l'équivalent d'1 euro, 120 francs, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'aides et de dispositifs d'aide qui existent. Il y a des bourses du pays, il y a des bourses nationales, il y a tout un panel de possibilités pour essayer de réduire vos coûts, mais qui, encore une fois, dans une université publique, sont assez modiques. Je me permets de rebondir du coup sur vos propos pour vous rappeler que cet après-midi, il y aura une table ronde sur les aides au logement, l'aide au transport et les bourses attribuées sur critères sociaux. Donc si vous avez des questions sur ces éléments-là, n'hésitez pas à vous reconnecter cet après-midi pour cette table ronde en question. Et effectivement, au sein des différents établissements, si au cours de l'année, vous rencontrez des difficultés, qu'elles soient d'ordre financier ou personnel, vous avez évidemment des services qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider à vous en sortir,
que ce soit encore une fois les points de vue pédagogiques, évidemment, l'équipe éducative est là pour vous aider, mais si c'est des problèmes d'ordre plus personnel ou financier, il y a tout un tas de services qui sont là pour vous accompagner parce que notre objectif, c'est évidemment votre réussite. Donc la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est le détecter. Donc il faut que vous veniez nous voir, vos enseignants, allez voir vos enseignants, allez voir les services de l'université ou de l'ICEP qui sont là. Et quand vous vous adressez à nous, on met tout en œuvre pour vous aider. Tu voulais apporter un point de vue ? Oui. Juste au sujet des soucis financiers, donc je suis étudiant à l'ICEP et je suis également vice-président du syndicat Avenir étudiant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais tout ce qui concerne les soucis financiers, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter le syndicat. Donc sur la page Facebook Avenir étudiant, il y a tout, il y a l'adresse mail, donc vous pouvez envoyer un mail, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Récemment, on a distribué des paniers solidaires de repas. Enfin, tout ce qui est soucis financiers, n'hésitez pas à contacter le syndicat, on est vraiment là pour vous aider aussi. Je te remercie beaucoup pour cette précision. Donc vous voyez, vous n'êtes pas lâché quand vous arrivez à l'université ou à l'ICEP, en tout cas dans l'enseignement supérieur. C'est souvent une grande marche à sauter, mais vous pouvez vous appuyer sur tout un tas de ressources qui sont là pour vous accompagner. J'ai une dernière question qui s'adresse donc plus précisément à Damien. Donc je suis en terminale, tu y as déjà un peu répondu tout à l'heure. Je suis en terminale, je n'ai pas choisi la spécialité histoire-géographie. Est-ce que je peux quand même m'inscrire en licence histoire ou géographie ? Je ne suis pas sûr d'avoir réellement bien compris la question. Donc de toute façon, Je pense que c'est un élève qui n'a pas pris la spécialité. Voilà, il n'a pas, tu sais... géopolitique, sciences politiques. Ah oui. Alors comment... Est-ce que quelqu'un qui n'a pas choisi les spécialités qui sont préconisées peut également tenter une inscription soit en licence d'histoire, soit en licence de géographie ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, maintenant, en fait, comment sont conçues les premières années de licence ? En fait, on appelle ça un portail. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, notre licence, la première année de licence, que ce soit la géographie ou l'histoire, en fait, vous avez la plupart des cours qui sont communs, avec simplement quelques cours qui sont des spécialités de chaque discipline. Mais l'objet de ce portail-là, c'est de vous permettre, même à la fin de la licence, la première année de licence, de vous dire, finalement, moi je suis inscrit en géographie, mais je préfère l'histoire, je peux aller en histoire. Ou l'inverse. D'accord ? Donc on voit chaque année des étudiants qui passent de l'un à l'autre, et les licences sont aujourd'hui conçues pour ça, en fait, pour vous éviter... En fait, ce qui est difficile, c'est que généralement, après le bac, vous devez faire un choix de formation. Et jusqu'il y a quelques années, c'était, si on ratait notre première année, en fait, il fallait absolument tout recommencer pour partir vers une autre filière. Et en fait, aujourd'hui, on cherche à éviter ça, à éviter un peu cette perte de temps et vous permettre de basculer d'une licence à l'autre. Donc il y a des passerelles, il y a plein de possibilités, il y a des validations qui sont possibles. Donc c'est pas du tout un souci en fait. D'accord, donc ça effectivement c'est un élément important sur lequel on peut conclure. Vous pouvez démarrer dans une filière et vous rendre compte rapidement ou non que peut-être vous n'êtes pas exactement là où vous devriez être. Il y a des possibilités de réorientation, il ne faut pas hésiter à vous signaler et on fera en sorte de pouvoir vous réorienter. Donc on arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais remercier très chaleureusement mes intervenants et intervenantes pour votre disponibilité. Est-ce que, avant de rendre l'antenne, vous voulez conclure, ajouter quelque chose ? S'il faut conclure cette table ronde, je veux juste dire qu'il faut vous faire confiance, qu'il faut vraiment vous écouter, comme on l'a dit tout à l'heure, et vous inscrire là où ça vous plaît. Et si ça vous plaît réellement, il n'y aura aucun souci pour accéder à votre formation. Il a tout dit. Je vous remercie beaucoup tous les trois et aux internautes, je vous retrouve cet après-midi pour d'autres tables rondes et j'espère qu'on vous aura donné matière à réfléchir et à enrichir votre projet. Bonne journée.